Merci de nous rejoindre sur DBS Télévision. Bienvenue à SOS Parents. La télévision est une composante incontournable du monde moderne. Elle constitue un excellent outil de découverte, de divertissement et d'information. Elle fascine les enfants dès leur plus jeune âge et même beaucoup trop pour ces derniers exposés très tôt à la force de l'image. Mais s'est-on déjà véritablement interrogé sur les effets de cet outil technologique sur les enfants? Comment la télévision devient-elle un danger pour le développement de ces derniers? Peuvent-ils grandir sans cet outil? Question ce soir au psychologue Hilaire Goumla et à la coach des parents Micheline Samet. Les hémorroïdes chez les enfants, comment s'y prendre? Éléments de réponse dans notre rubrique mots d'enfants. Et vers la fin, nous prendrons le cri de cœur d'un parent désemparé face à son enfant qui a de la peine à se concentrer à l'école. Qu'on le déplore ou non, la télévision fait désormais partie de l'univers des enfants. Bien avant de savoir lire, ils manient sans hésiter la télécommande. Ce qu'il faut relever, c'est qu'abreuver dès le bas âge à cet outil n'est pas sans conséquence sur leur développement. Pour nous édifier sur cette relation entre nos enfants et le petit écran, nous recevons M. Hilaire Goumla. Il est psychologue. Bonsoir, M. Goumla. Bonsoir Adi et merci encore à DBS pour cette invitation. Monsieur Goumla, comment les enfants perçoivent-ils la télévision? Ils perçoivent la télévision comme un objet, comme quelque chose de diversifiant, comme une gratification, comme quelque chose avec laquelle, une chose avec laquelle ils interagissent, ils peuvent pianoter, voir, changer, varier. En fait, c'est une découverte en fait. C'est une découverte dans laquelle ils s'y abreuvent, ils se nourrissent, ils puisent beaucoup de leur imaginaire à l'intérieur. Donc la télévision, c'est quelque chose de fantastique pour les enfants. Ça les égaie, ça leur fait regarder les choses différemment. Ça se voit le plus souvent dans les cours de création, si vous prêtez attention, surtout avec souvent les films chinois. Ah, oh, tu as vu comment Dragon Ball Z avec... En fait, vous sentez comment, au niveau de leur imaginaire, il y a quelque chose qui foisonne, Ça veut dire qu'il y a un impact sur les enfants. Effectivement. Ils ont tendance à reproduire ce qu'ils regardent à la télévision. Effectivement. À quel moment est-ce que cela devient un danger pour eux? Cela devient un danger à partir du moment où ça devient presque le seul outil de divertissement, en fait. Lorsque ça devient exclusif, en fait, dans le cadre des activités qu'ils doivent déployer, parce que l'enfant a besoin d'interagir avec des humains, avec des personnes de chair comme eux, pour s'abreuver de leur expérience, de leur échec, de leur réussite. L'enfant a besoin de jouer avec des camarades d'âge pour apprendre au niveau du langage, au niveau des mots, au niveau de la connaissance, et aussi interagir avec des personnes de différents âges, pour interagir aussi et mieux communiquer, mieux construire sa relation avec le cadre social, le cadre familial, le cadre intime à lui-même, pour mieux se connaître, pour mieux se déployer. Donc lorsque la télévision devient le seul objet, le seul outil, à partir duquel il s'éduque, il s'informe, il interagit, alors à ce moment, on est appelé à se poser des questions. Et lorsque les parents ne sont pas à côté pour réguler cette télévision-là dans son maniement, dans sa vision ou dans son objet, alors forcément on se demande, l'enfant est-il amené à s'auto-gérer par lui-même? Et là va se poser une autre question. Est-ce que c'est l'enfant qui s'auto-éduque ou alors est-ce que ce sont des parents qui éduquent l'enfant? La question est sur la table de SOS Parents. Avec vous, nous allons déchiffrer tout au long de cette édition. Ce soir, Abdul Kadir est dans le fauteuil du chroniqueur. Bonsoir Abdul Kadir, j'y arrive. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, c'est la grande forme, surtout pour ce baptême de feu. Vous avez capté quelques réactions sur l'influence de la télévision sur les enfants. C'est un élément que vous avez réalisé avec le concours de Thierry Selanet et Cyril Nantua.
télévisions ont conquis nos sociétés, non sans gagner les cœurs des jeunes et les moins jeunes. Elles ont réussi à s'imposer avec force dans presque tous les ménages, au point de modifier le quotidien de plus d'un. Dans cet exercice, les enfants ne sont pas mis sur le banc. Ils tiennent de main ferme les télécommandes en longueur des journées, heure après heure, scotchés. Beaucoup n'osent plus quitter le petit écran. Que regardent-ils? Les télénovelas, bien sûr. On regarde plus le football, les séries quelquefois. Les scènes s'articulent généralement autour de ce qui est connu. Les liaisons amoureuses, l'argent, la trahison, les familles déchirées. C'est la somme de tout cela qui fait le succès des télénovelas qui se taillent la part du lion en termes d'audience. Leur succès est certain, je dirais même immense. Mais les appréciations, elles sont diverses. Beaucoup y voient un aplatissement des valeurs morales et la promotion de la sexualité. Je peux parler de la chaîne Novelas, qui est une chaîne qui crée un environnement imaginaire aux femmes, à la gente féminine. C'est-à-dire le problème d'amour, elle se positionne, elle se trouve dans un monde imaginaire, c'est-à-dire elle rêve. Pourtant, elle n'est pas dans la vraie réalité de la vie. Les femmes regardent ça avec leurs enfants, tous ensemble, et ça crée une dépravation de la vie en société. Si la télé peut être un outil important pour l'éducation, laisser son enfant à la merci du petit écran peut avoir des répercussions pour les jeunes. Certains programmes sont remplis de violence et nombreux ne se font pas prier pour les imiter après quelques minutes passées devant la télé sans pour autant distinguer le réel du fictif. Il y a beaucoup de chaînes, de programmes comme Pat Patrouille, des dessins animés qui ne sont pas éducatifs pour les jeunes apprenants, pour les tout petits, les enfants. Donc, qui ne représentent pas la vie réelle, l'environnement réel que vivent le commun des humains. La télé tient le pouvoir, elle séduit mais influence aussi sur le comportement de l'enfant dans la société, impacte parfois négativement sur les résultats scolaires à travers des contenus diffusés en longueur de journée. Tout ce qui n'est pas bien, l'enfant copie le plus rapidement possible. Alors que ce qui est bien, lui, ça ne lui dit rien. Or, ce qui est mauvais, c'est ce qui copie le plus. Le temps mis devant la télé, ça aussi, ça compte. Quand c'est beaucoup, c'est 2 heures de temps. Mais quand c'est le week-end, je peux permettre jusqu'à peut-être 4 heures. Quoi pas. Mais là, c'est dans le cadre des dessins animés, quelque chose comme ça, parce que j'essaie de regarder d'abord ce que les enfants regardent. Dis-moi donc ce que tu regardes, je te dirai qui tu es. Vous faites bien d'être avec nous. L'émission, c'est SOS Parents, tous les mercredis à 21h sur cette antenne. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook DBS officiel. Abdou Kadir, la majorité des personnes que vous avez rencontrées s'accordent que la télé a un impact fort sur les enfants. Effectivement, Adipoutou, pas la peine de revenir en arrière pour le redire en d'autres termes. La télé impacte logiquement le comportement des enfants, comme l'a mentionné M. Ngoumou dans l'élément. Il y a des programmes que les enfants regardent en longueur de journée et ces programmes sont souvent accompagnés des scènes qui sont, je dirais, teintées de violences et ces violences sont facilement copiées par les enfants qui, on le sait très bien, vont souvent répercuter tout cela sur leurs camarades. Et en dehors de ça, il y a aussi un autre élément très important, l'inadéquation entre ce que les enfants regardent et leur âge naturellement. On voit des enfants âgés de moins de 10 ans qui regardent des dessins animés, logiquement, qui sont parfois déconseillés aux enfants de moins de 10 ans, mais les parents les laissent souvent aller dans ce sens-là, des choses qui ont logiquement, je dirais, d'impact sur la croissance et la mentalité de ces enfants. Donc, toutes ces choses-là
contribue à influencer de manière très négative sur le comportement des enfants. Et on doit donc souligner ici que pour un enfant, il faut logiquement mettre ce qu'il regarde en adéquation avec son âge. Et comme l'a dit l'élément dans notre reportage, il faut aussi surveiller ce que les enfants regardent à longueur de journée. Abdul Kadir, vous dites également que celui qui est le plus mis sur le banc des accusés, ce sont les telenovelas. Logiquement, ce sont des chaînes qui ont battu le record de toutes les audiences dans notre société. Là, je ne vous le fais pas dire. On le sait bien, c'est difficile aujourd'hui d'aller dans nos différents ménages, ne pas trouver des chaînes novelas où les femmes sont scotchées en longueur de journée. Et dans cet exercice, elles sont le plus souvent accompagnées des enfants. Les enfants qui copient facilement des scènes qui ne sont pas du tout en adéquation avec leur âge. Et il y a des sujets qui sont parfois diffusés dans ces chaînes-là, puisque ce sont des choses qui viennent d'ailleurs, il faut le préciser. Ce ne sont pas des choses qui cadrent avec notre environnement. Et comme ça vient d'ailleurs, il y a des idées qui sont véhiculées derrière. Parmi ces idées, on a la promotion de l'homosexualité de nos jours, on a le mariage entre un homme et des animaux. Ce sont des choses que les enfants qui sont le plus souvent devant ces télévisions-là peuvent facilement copier. Et ce sont des choses, naturellement, qui peuvent impacter facilement. Et tout récemment, on a vu la prolifération des téléréalités dans notre environnement. Et ces téléréalités ont aussi des messages cachés derrière. Donc, l'enfant, lui, il prend ça au premier degré. Et dès qu'il reçoit cela, la moindre des choses pour lui, c'est d'essayer d'expérimenter la chose. Voilà autant des éléments qui font en sorte que, de nos jours, on constate des violences au niveau élémentaire, on constate le comportement, disons, des comportements qui ne cadrent pas avec ce qu'on enseigne aux jeunes enfants. Qui vont à l'encontre de nos valeurs. Effectivement. Merci Abdul Kadir pour cette enquête que vous avez menée. On vous dit merci. Je vous en prie, c'est tout un plaisir de prendre part à cet autre rendez-vous. J'espère que l'occasion sera renouvelée davantage. D'accord, je rappelle que Colin de Catal, il est souffrant et vous êtes là en posture, vous l'avez valablement remplacé ce soir. Merci pour votre disponibilité. Monsieur Hilaire Goublab, quels sont les facteurs qui font que les telenovelas influencent autant les enfants? Tout d'abord, c'est hyper coloré. L'image est agréable. C'est beau à voir, le design, les immeubles, les maisons, les voitures, le décor. En fait, on est dans un décor de rêve, en fait. On plonge dans le rêve, on plonge dans... En fait, il touche en fait à la montée d'adrénaline, de la dopamine, en fait. Il touche à la dopamine au sein du cerveau de l'être humain. Ils réussissent au niveau de l'image à toucher à ça. Donc, forcément, lorsqu'ils ont touché à ça, il faut qu'ils puissent maintenir les personnes à l'intérieur de ça. Donc, les images doivent aller au niveau de l'instinct des personnes. Qu'est-ce que instinctivement on aime? La question n'est pas qu'est-ce qui aide à avancer. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est comment on fait, comment maintenir un peu comme un drogué, comment le faire demeurer en fait dans sa drogue pour qu'il n'en sorte pas. Comment le faire devenir alcoolique, comment le faire devenir quelqu'un qui demeure éternellement drogué. Il ne faut pas qu'il sorte. Il faut le maintenir à l'intérieur pour qu'il continue à travers lui, c'est les autres. C'est pourquoi généralement, on évoque femme. On sait qu'à côté de femme, il y a enfant. Donc, si la femme tient la main de l'enfant, alors l'enfant est plus facilement greffé. Parce que si maman adhère, alors ça veut dire que c'est gratifiant et que c'est quelque chose de louable. Donc, ils réussissent un peu à court-circuiter la valeur morale, culturelle, des valeurs qui structurent en fait le cadre social, le cadre familial. Donc, ils ont réussi ce jeu-là. Comment? Mais tout simplement parce que même nous, en interne, on a du mal à structurer, à organiser en fait le fonctionnement au sein de nos familles, au sein de nos maisons, au sein de nos foyers. Donc, ils ne sont venus qu'en fait toucher un levier qui est en fait de se détruire. Ils ont réussi à identifier ça. Ça montre qu'ils ont dû faire un travail préalable de terrain pour sonder, pour identifier, trouver les indices, les indicateurs de la faille
au niveau de famille pour justement réussir le coup. Est-ce que les femmes qui généralement regardent ces séries avec les enfants ont conscience de l'impact sur leur enfant, que cela pourrait avoir sur leur progéniture? En général, on voit juste le côté gratifiant et plaisant de la chose. Waouh, ma copine, tu as vu comment elle est habillée, tu as vu ce qu'elle a mis, tu as vu. En fait, on n'est même pas, en fait, l'enfant en général n'est même pas présent en fait dans la scène. L'enfant, c'est juste, oui, va me prendre l'eau, oui, elle sort là-bas, oui, ne me dérange pas. Ça veut dire, en fait, à ce moment-là, on est tellement absorbé par ce besoin primaire, en fait, d'être satisfait par une attente intime à soi. Une attente où on aurait voulu, dans une vie imaginaire, être celle-là qui aurait tout ça, tous ses atouts. En fait, c'est de dire, oui, enfin, j'aurais aussi peut-être qu'on ne sait jamais. En fait, elle est dans cet univers-là. Et malheureusement, il y a une tierce personne à côté qui a besoin d'être protégée de ça. Elle doit jouer le rôle qu'on appelle le rôle de pas excitation. Elle doit jouer ce rôle de barrière pour filtrer. Pour réussir à filtrer, à ce que l'enfant, justement, n'y adhère pas les yeux, les poings liés à l'intérieur de ça. C'est elle qui doit jouer ce rôle. Parce que dans nos contextes, à nous, malheureusement, généralement, le père n'est pas présent. Donc, c'est elle, en fait, qui est le nœud, la force qui doit aider l'enfant à faire la part des choses pour que l'enfant ne crée pas une confusion entre cet aspect qui relève d'un imaginaire inexistant et la réalité qui est là. Ou pour s'habiller, il faut que la mère puisse expliquer à l'enfant comment on fait pour s'habiller, comment on fait pour avoir l'argent de baigner, comment on fait pour avoir des chaussures, comment on fait pour avoir le cartable qu'elle a à la main, comment on fait pour l'amener à l'école, comment on fait pour payer sa scolarité. Ça, c'est des faits de réalité que la mère peut accompagner et aider l'enfant en l'éclairant sur ces éléments-là. Au moins, l'enfant comprendra que, bon, ça, c'est les choses que, bon, oui, c'est chose, bon, c'est beau à voir, mais la réalité demeure que ce n'est pas ma vie là-bas. C'est une autre vie, ce n'est pas ma vie. Voici, ma vie est celle-ci, ma vie est ceci, ma vie est ça. Lorsque le parent ne réussit pas à construire ces éléments-là, ça n'aide pas l'enfant justement à se retrouver à l'intérieur. Monsieur Léa Goubla, ça a dit qu'il est permis, on peut regarder avec l'enfant, mais lui expliquer ce qui se passe là? En principe, ça ne devrait pas être permis. Il y a un jeu malsain qui est joué derrière. Lorsque cette série commence en général sur ces chaînes, on dit interdit au moins de 16 ans. Mais il y a, j'ai oublié la phrase qui suit, mais une phrase ambiguë qui suit. Ambigu, ça veut dire, en gros, ça dit, en gros, il vous a laissé le choix de voir si, mais en fait, c'est pas de manière précise, un peu comme sur les paquets de cigarettes. On ne vous dit pas, la consommation de cigarettes est interdite. Mais en fait, tel qu'on le dit, c'est pour dire parce qu'il y a la crainte d'une sanction qu'on le fait, mais on ne le fait pas dans l'intention, en fait, d'aider le consommateur à être éduqué sur la dangerosité du produit. En fait, l'idée n'est pas ça. Donc, c'est au consommateur, mal en bon là, de construire et de comprendre cette dangerosité-là pour savoir faire face. Donc, normalement, l'on ne devrait pas regarder avec des enfants d'une certaine sensibilité ou d'un certain âge. On ne devrait pas. Mais bon. La coach Samet nous a rejoint. Bonsoir, coach Micheline Samet. Bonsoir Adi, bonsoir Monsieur Ngoumela, bonsoir chers téléspectateurs. Merci d'être encore avec nous ce soir. À partir de quel moment la consommation de la télévision devient un danger pour les enfants? À partir du moment où l'enfant prend tout ce qu'il reçoit pour lui. Ça veut dire qu'à partir du moment où il n'arrive pas à faire la différence entre ce qu'il voit et sa vie, comme le psychologue l'a dit, ça devient dangereux. À partir de quel moment? Il n'y a pas d'âge précis. Il y a certains enfants qui sont dans le rêve à partir de 3-4 ans, mais il y en a qui sont dans le rêve à 15 ans, 18 ans et même plus. C'est pour ça qu'on parlait des télénovelas où on disait que même les femmes, les adultes vivent encore dans le rêve. Donc à partir de quel moment ça devient dangereux? Quand l'enfant ne sait pas que ce qu'il voit, c'est quelque chose qui n'est pas sa vie, il y a danger. Coach, quels sont les signes qui peuvent alerter sur une consommation abusive de la télévision chez l'enfant? Oui. Le parent va observer que l'enfant fait des allusions aux choses de la télévision dans sa vie de tous les jours. Par exemple, s'il commence à appeler ses amis avec les noms de dessins animés, des choses comme ça, bon, ça peut déjà attirer l'attention. Lorsque l'enfant essaye de mimer certaines des choses qu'il voit à la télé, ça doit déjà attirer l'attention du parent. Lorsque l'enfant perd le sommeil,
Si votre enfant ne dort plus suffisamment, il se couche, tout le monde se couche, mais il ne dort pas. Il se tourne, il se retourne, il se tourne, il se retourne. Quand vous lui demandez qu'est-ce qui ne va pas, lui-même ne sait pas. Arrêtez son cerveau en train de ressasser les choses qu'il a, en train de digérer, si on va dire, les choses qu'il a vues tout le long dans la journée, ainsi de suite. Donc, en gros, quand l'enfant commence à changer de comportement, quelque chose devrait attirer l'attention d'un parent vigilant que cet enfant, il commence à ne pas tolérer des choses qu'il voit à la télé. Coach, jusqu'où peuvent aller ces effets? C'est grave, c'est très grave parce que l'enfant est entièrement à la merci de ce qu'il voit à la télé. Imaginons que ce soit une scène violente, par exemple. L'enfant va s'habituer à la violence, il va trouver ça normal et puis pour lui, il n'y aura aucun problème à prendre le couteau et à poignarder son enseignant, par exemple. Parce qu'il a tellement vu ça à la télé que dans sa tête, c'est un jeu. Il ne sait pas que c'est quelque chose de grave. Et puis tous les enfants pensent qu'ils savent que tout le monde à la télé, c'est des acteurs, tout le monde fait semblant. D'accord, tout le monde fait semblant, sauf que lui, dans la réalité, il ne fait pas semblant. Lorsqu'il prend le couteau et qu'il pique son ami, dans sa tête, il pense peut-être que l'enfant va même se relever. Donc, c'est très grave parce que l'enfant commence à devenir quelqu'un d'autre. Il commence à faire l'apologie de la violence, il ne voit plus en ça un problème. Autre chose, il est exposé très tôt aux scènes, je ne dis pas amoureuses, aux scènes sexuelles. Parce qu'il y a quand même une différence. Très tôt, l'enfant commence à être exposé aux scènes sexuelles qui sont arrêtées des choses violentes pour lui. Ce sont des scènes pour adultes. Mais lorsque l'enfant voit ça, c'est très violent pour lui. Et puis maintenant, il ne sait plus où est la limite, comment faire dans la réalité. C'est pour ça que vous allez voir un jeune de 15 ans qui a violé une jeune fille de 3 ans. En réalité, il essaye de faire ce qu'il a vu à la télé. Mais sur une grande personne, ça n'allait pas passer. Alors, il va chez quelqu'un qui plus ou moins pourrait... Donc, c'est vraiment dangereux, vraiment. Coach, comment faire comprendre aux enfants qu'il faut s'en détacher? C'est le rôle des parents. C'est le rôle des parents et je préfère commencer par la fin en disant que certains parents que je reçois en coaching sont dépassés par la situation. Ça veut dire qu'ils ont laissé faire, ils ont laissé la situation s'aggraver. Maintenant, lorsque vous parlez à l'enfant, il n'arrive pas à comprendre. De toutes les façons, vous-même, c'est à peine, vous-même, vous êtes devenu accro de la télé. C'est à peine quand quelque chose, vous dites à l'enfant, tourne-toi là-bas. Vous ne vérifiez même pas si l'enfant s'est vraiment tourné. Tellement vous-même, vous êtes enfoncé dans ce que vous faites. Ça fait que l'enfant, finalement, lui-même, il ne voit pas. Il ne voit vraiment pas où est le problème. Donc, qu'est-ce que le parent doit faire? La première des choses, vraiment, lui-même, le parent doit se poser. Il doit se poser. Il n'y a pas le feu. Vraiment, ce qui passe à la télé, là, à un autre moment, même, ça va repasser. Que le parent ait assez de recul pour voir ça avec l'esprit de l'enfant. Ça veut dire que le parent, lui, il sait que, bon, c'est une simulation, ainsi de suite. Mais il faut qu'il sache que l'enfant, lui, il prend ça pour la réalité. Donc, il doit se poser. Expliquer à l'enfant que tout ce que tu vois à la télé là, il n'y a pas que de bonnes choses là-bas. Les bonnes choses, ça veut dire ce qui est bien pour l'enfant. La mauvaise chose, c'est ce qui est mauvais pour l'enfant. C'est dans ce sens qu'on parle de bonnes choses ici. Quelque chose peut être mauvais pour l'enfant parce qu'il n'a pas encore la force pour gérer ça. Mais c'est bon pour le parent parce qu'il comprend, ça lui fait une ouverture sur le monde, ainsi de suite. Donc, il faut expliquer à l'enfant qu'il y a des avantages et des inconvénients. Lorsque l'enfant a compris ça, vous-même, le parent, mettez-vous en avant. Ayez des critères. Chez moi, par exemple, l'un des critères, c'est que on évite les scènes violentes, on évite les scènes sexuelles, les scènes amoureuses, et on évite les scènes mystiques. Ça, c'est chez moi. Maintenant, vous aussi, les parents, quelles sont les bases que vous avez mises chez vous? Chez moi, la télécommande n'est jamais loin. Jamais, jamais loin. Qu'on soit adulte ou enfant, la télécommande n'est jamais loin. Et mes enfants savent qu'à tout moment, on appuie dessus. Si vous voyez une scène qui plus ou moins, vous n'allez pas regarder la scène jusqu'au bout avant de dire non, c'était pas une bonne scène. Apprenez à l'enfant à être même sensible pour que quand il voit une scène crue, des gens qui sont nus ou qui se rapprochent, que par instinct, il retourne même la tête. Donc c'est une éducation que le parent doit se faire à lui-même pour pouvoir facilement le faire à l'enfant. Monsieur Goublab, qu'est-ce que vous préconisez pour réduire les risques face aux écrans? Les premières des choses, c'est l'éducation des parents d'abord. Parce que c'est le parent qui gère la maison. C'est le parent qui organise la maison, c'est le parent qui donne les activités. Lorsque les activités familiales sont perturbées parce qu'on a privé l'enfant du petit écran, alors là, le parent doit commencer à se gratter la tête. Lorsque l'enfant a un problème et que c'est lorsqu'on met
la télé, qu'il retrouve de l'apaisement, de la quiétude, le parent doit se poser, commencer à gratter la tête. Mais il y a quelque chose qui n'est pas en train d'aller. Lorsque dans l'interaction avec des amis, il faille absolument que la télé soit un peu comme ce qui apporte l'apaisement chez l'enfant, alors forcément le parent doit se dire on est en train de traverser la ligne rouge. Alors la première des choses, c'est d'abord de réguler cette affaire-là. Quel est le programme, quel est l'emploi du temps qu'on donne par rapport au petit écran? Dans certaines familles, et madame a très bien fait de le dire, il y a des cadres qui sont donnés. Chez d'autres, ce n'est que le week-end que le téléviseur est utilisé. Et même à des heures précises. D'autres, à la limite, en semaine, à la limite, c'est peut-être parce qu'on dit les compos sont finis. Bon, on peut un peu lâcher, on peut un peu relâcher. Donc la question, c'est, le parent, en gros, doit jouer son rôle de régulateur et son rôle de pédagogue. Il doit réguler, il doit faire œuvre de pédagogie. Parce qu'il est question que lui puisse transmettre son savoir et son savoir-faire à l'enfant pour que l'enfant comprenne comment lui aussi il a fait pour grandir et avancer. La télé est venue changer notre univers, que ce soit social, que ce soit familial, que ce soit environnemental. C'est venu changer notre manière de procéder. Il y a des informations que pour l'obtenir, il fallait peut-être attendre 3 semaines, 1 mois, 7 ans pour l'avoir maintenant par le canal du téléviseur, on peut l'obtenir immédiatement. Donc ça fait que il y a un ajustement à faire pour le parent dans son rôle. Maintenant, comment va-t-il réaliser ce rôle si lui-même n'a pas réussi la formation indiquée, l'éducation indiquée? C'est pourquoi parfois on se rapproche de coachs qui aident, qui encadrent, parfois on se rapproche de psychologues pour essayer de mieux créer. Parfois on se rapproche des ONG, des associations, des personnes ressources qui aident à dire que faire devant la difficulté. Mais ce qui est sûr, il revient aux parents de faire, parce qu'il y a encore un autre élément, c'est celui de l'apprentissage du langage. Parce que si on ne fait pas attention, la question de l'apprentissage du langage, on va se être surpris pourquoi cet enfant à 3 ans ne connaît pas encore faire des onomatopées, A, O, E, comme il ne connaît pas encore dire ma, comme il dit maman, comme il ne connaît pas encore dire ça, comment? Parce que justement, on a donné un tel pouvoir au téléviseur que maintenant, le parent n'a plus l'espace pour communiquer, pour échanger, pour discuter avec les enfants. Donc, c'est quelque chose de qu'il faut que le parent sache, soit pleinement conscient pour ne pas dire, ah, c'est l'enfant, c'est la télé, non, il va faire quoi? Donc, la télé, comment, toi aussi, laisse ces gens. Donc, ce sont le langage où le père tient ce langage, je vous dis, il faut laisser toi aussi, ah, tu parles quoi? Donc, la télécommande, non, c'est comment? Mais, l'acte est banal en soi, mais il ne voit pas, 1, le pouvoir qu'il donne à l'enfant vis-à-vis de sa femme. 2, lorsque l'enfant a la capacité de manipuler, alors c'est lui qui devient le roi. Et après, lorsqu'il faudra enlever cette télécommande, ah non, ça sera plus avec la même aisance. Ça sera plus avec la même aisance. Mais Monsieur Goublab, l'enfant fonctionne par mimétisme. Comment lui expliquer qu'on a le droit de passer plus de temps devant la télévision et pas lui? Il y a, comme je dis, dans une maison, il y a des choses qui relèvent de... On peut collaborer. Il y a des choses qui relèvent de... Tu fais. C'est pas parce qu'on a dit l'enfant, parce qu'on appelle des démocraties, qu'on va dire, ok, l'enfant et le parent s'asseyent, ils sont maintenant non, pour le même pied d'égalité. Je suis pour le même pied d'égalité mon enfant. Je suis le parent, il est l'enfant. Mais on demande une collaboration pour que chacun puisse aider l'autre dans ce que chacun est. Parce que le parent a besoin de l'enfant a besoin du parent. Il faut trouver le nœud qu'ils puissent s'associer ensemble. Maintenant, comment le lui dire? Et c'est là où il faut être soi-même un exemple, en fait. Il faut être soi-même parent, un exemple de ce qu'on demande, ce qu'on exige à l'enfant. Ça veut dire que soi-même, on doit se donner une rigueur. Ça veut dire que si nous, on doit voir peut-être, lorsque les enfants sont en train d'étudier, non, le téléviseur est éteint. C'est pas parce que moi, il y a mon match qui doit passer, je m'en fous de savoir qu'ils sont en train d'étudier. Je suis le père, donc je peux mettre et voir, je m'en fous. Non. On se donne soi-même une rigueur. Et c'est lorsque l'enfant comprend que le parent lui-même se donne une rigueur, alors lui-même dit, oh, si papa se donne ça, ça veut dire que moi aussi j'ai l'obligation de. Donc, mieux, on ne met pas la télé. On ne met pas. Parce que papa ne met pas aussi. Parce que maman ne met pas aussi. Donc, en fait, il faut se donner une rigueur personnelle. Et avec ça, les enfants comprennent aisément sans qu'on ait besoin de faire tout un long discours à travers cela.
Côte Samet, peut-on complètement sévrer les enfants du téléviseur? C'est difficile. C'est difficile de le faire parce que le téléviseur fait partie de la vie moderne, du quotidien. Mais il faut dire quand même que les promoteurs de chaînes de télévision sont conscients de ce problème. Ils sont conscients que ça peut créer une addiction. C'est pour ça que de plus en plus, on parle de contrôle parental. Sauf que, bon, les enfants apprennent à contourner ça. Je me rappelle d'une scène cocasse où il y a un film qui commençait et puis on a mis -10. Et puis l'enfant est le premier à dire à ses parents que -10 veut dire que tous ceux qui ont plus de 10 ans, il faut quitter. Maintenant, ça concerne ceux qui ont moins de 10 ans. Bon, il a tourné ça à son avantage. En réalité, -10 veut dire que ceux qui n'ont pas encore 10 ans ne sont pas assez matures pour voir ce qu'on va montrer. Maintenant, il faut voir comment juge-t-on la maturité? Est-ce que c'est en regardant la date de naissance ou alors c'est les habitudes ou c'est chaque parent qui va décider? Donc quand même, il faut dire à la décharge des chaînes de télévision qu'il y a quand même un contrôle parental qui est fait, mais les parents doivent ajouter à ça. Ils ne doivent pas seulement se fier à ça. Idéalement, les chaînes de télévision devraient même avoir des programmes d'émission pour que le parent sache que le dimanche, le dimanche à 16h, par exemple, il y a la rediffusion de SOS Parents qui va passer. C'est juste un exemple pour dire que le parent peut librement laisser l'enfant devant l'écran parce qu'il sait plus ou moins ce qui va passer. Maintenant, si c'est pas disponible, il y a des moyens de savoir quels sont les programmes. Les parents devraient se fier à ça. Mais vraiment, c'est incontournable que le parent éduque son enfant sur les avantages et les inconvénients des choses qu'il regarde à la télé. Une fois qu'on l'a fait quitter devant le petit écran, qu'est-ce qu'on lui propose comme alternative? Voilà, ça c'est la grande question parce que effectivement, si l'enfant est par habitude, il a besoin de s'occuper à quelque chose. Par nature, je devrais dire, il a besoin de s'occuper à autre chose. Ça veut dire que si vous l'enlevez devant l'écran et que vous ne lui proposez rien, ce n'est qu'une question de temps, il reviendra. Parce que instinctivement, il a besoin de s'occuper à quelque chose. Maintenant, c'est aux parents d'avoir l'ouverture d'esprit, de comprendre. J'ai été contente d'entendre tout à l'heure qu'il faut mettre l'enfant en contact avec les êtres humains. Donc, à un moment, sortez l'enfant, je sais pas, allez jouer au football, allez au parc d'attractions, allez même carrément rendre visite à quelqu'un d'autre. Bref, mettez-le en contact avec d'autres humains, d'autres activités. Et l'enfant étant ce qu'il est, je vous assure que quelquefois, vous pourrez être surpris. Que c'est un très grand footballeur qui s'ignorait. Peut-être il joue très bien un instrument de musique, mais vous ne lui avez jamais mis un instrument de musique entre les mains. Donc, faites découvrir à votre enfant beaucoup d'autres expériences et il va vous surprendre par son éveil. Et même de là, certaines vocations peuvent naître. Donc, nous, les parents, faisons attention de ne pas coincer notre enfant dans un écran pour que sa vie ne soit pas cadrée comme l'écran de télévision. Monsieur Goumla, pour sortir, qu'est-ce qu'on propose aux enfants comme alternative en dehors de la télévision qui est devenue le premier moyen de divertissement pour les enfants? Mais il y a les jeux de puzzle, il y a le Scrabble, il y a des jeux de Monopoly, il y a des jeux de construction où ça permet au cerveau justement de comment on fait une maison, comment on fait un bateau, comment on fait une voiture, comment... Il y a ces jeux-là. Maintenant, il faut toujours le faire en fonction de qui est l'enfant en fait. Si l'enfant, c'est quelqu'un qui aime bien être solitaire dans son coin, alors vous mettez des jeux qui permettent que là, il a le temps d'utiliser ses mains, d'utiliser son cerveau, d'utiliser, d'être manuel, d'être intellectuel. Et là, ça permet de diversifier ses champs de divertissement, en fait. Ou alors, vous le rapprochez, et madame l'a très bien mise en exergue, d'autres enfants, d'autres jeux, il faut qu'il aille côtoyer les autres. Même si arrivé là-bas, on va le casser, au moins il doit apprendre. Même si aller là-bas, on a dit, oh, ils ont couru, on a lancé au caillou sur lui. C'est vrai, c'est pas agréable, mais bon, ça fait partie de la vie. La vie n'est pas aisée, la vie n'est pas carrée, la vie n'est pas cadrée. Il y a des actes parfois violents qu'on vit, qui sont parfois nécessaires pour croître. Mais au moins, c'est pour dire, au moins ça, il aura appris une chose. De la relation humaine, il n'y a pas toujours du bon qui en dessous, il y a parfois du mauvais. Mais il faut savoir déjà, si on n'a pas fait l'expérience de ça, comment est-ce qu'on saura le dire, comment on saura le vivre, comment on saura le transmettre. Donc en fait, il faut ouvrir d'autres alternatives à l'enfant. Il faut lui permettre de découvrir d'autres personnes, d'autres situations. Amener au cinéma par exemple, ça permet de voir des films où on... Ah oui, il y a eu le film de l'enfant là qui a... Oui, ou parfois il y a un film qui m'a... Les choristes par exemple. C'est un film qui moi ça m'a édifié. Mais vous voyez, un enfant peut voir ça... Comment à travers la musique, on peut justement trouver une vocation et autres. En fait, il y a des possibilités. Il y a la musique, il y a le théâtre. En fait, il y a les arts.
plastiques et autres, où il y a tellement de possibilités où, quand on offre ça à l'enfant, il se découvre lui-même. Il se revoit lui-même. Il comprend que lui, il a une valeur, qu'il a un savoir et un savoir-faire, qui est en lui, qui demande juste à être encadré, d'être... en fait, il faut donner d'autres alternatives à l'enfant. Nous allons marquer une pause pour prendre notre rubrique mots d'enfant. Ce soir, on fait un gros plan sur les hémorroïdes chez les enfants. Explication avec le docteur Ngou NS, rencontré par Cynthia Ngwemo et Dalébias. L'hémorroïde chez l'enfant, ça arrive très souvent, juste parce que, comme vous voyez, il y a une protrusion anale qui ressort, au lieu de rester à l'intérieur, ça ressort en enfant. Ok? Ça, c'est dû aux faiblesses des muscles anal. Ok? L'étanchéité anale, c'est-à-dire que tout ce qui arrête les vaisseaux autour de l'anus ne sont plus assez forts pour contenir. Et pour une raison ou une autre, très souvent, en poussant les selles, c'est comme il y a une faiblesse déjà là-bas, ça ressort de l'anus à travers la paroi anale, à travers l'anus. Lorsqu'il y a un faiblesse de la paroi rectale, il peut y avoir des saignements de temps en temps. Ça veut dire que tu vois un peu de sang. Ok? Tu vois un peu de sang de temps en temps. Souvent on peut avoir une douleur, mais tout ça, ça fait pas mal, en général ça fait pas mal. Et puis maintenant, ensuite, si ça continue, l'enfant peut vraiment faire les selles, tu vois l'anus qui sort. Important que aussitôt que c'est sorti, que les parents, s'ils ont des gants, ou quelque chose de propre, bien sûr, qui renvoie la musique, pousse. Ça rend dans sa position normale. On n'a pas peur ou repousser, ça rend dans la position normale. Ok? Et puis maintenant, vous allez toujours, c'est toujours important de consulter le corps médical pour résoudre ça définitivement. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est de bien manger. Déjà, de ne pas être malnutri, c'est-à-dire de bien manger. Ok? Et surtout, prendre beaucoup les légumes dans les fibres, les légumes, les fruits, beaucoup d'eau, parce que les selles ne sont pas trop dures. Il ne faut pas pousser beaucoup pour déféquer, pour faire les selles. Ok? C'est cet effort qu'on fait qui souvent aggrave le problème ou est à l'origine de ce problème. Si vous nous rejoignez à l'instant, l'émission c'est SOS Parents, tous les mercredis à 21h sur DBS Télévision. Nous sommes rendus à la deuxième partie, le cri de cœur. Le cri de cœur ce soir est celui d'un parent désemparé. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir Adi, bonsoir aux experts sur le plateau. Je m'en remets à vous ce soir parce que je suis dépassée par mon garçon de 10 ans qui a vraiment du mal à se concentrer à l'école. Il est en classe de CE1 et il est en classe de CE2 et la situation perdue depuis plusieurs années déjà. Il a redoublé le CE1. Dernièrement, son maître a attiré mon attention qu'il risque de redoubler encore cette année. Je vous assure que j'ai perdu le sommeil. En effet, mon enfant a du mal à écouter les consignes jusqu'au bout. Le moindre bruit le détourne de ce qu'il fait. Il s'éparpille, oublie la page qu'il vient de lire, n'arrive pas à compléter son exercice. Il rêvasse beaucoup, je suis inquiet, j'ai le sentiment qu'il a des problèmes de mémoire. Ces notes ne sont pas du tout rassurantes. J'aimerais que les experts me conseillent sur la conduite à tenir avec cet enfant. Merci et beaucoup de courage. Bon vent à l'émission. Voilà, c'est le cri de cœur d'un parent préoccupé par son fils qui a du mal à se concentrer à l'école. Coach Samet, votre réaction après avoir écouté cette correspondance?
je me mets à la place de ce parent, je compatis. Si moi-même mon enfant était dans cette situation, c'est une situation embarrassante. Tous les parents veulent le bien pour leur enfant et voir l'enfant tourner en rond, reprendre les classes quand aujourd'hui les enfants sautent les classes à 10 ans. Dès que j'ai entendu 10 ans, je me suis dit mais il fait encore quoi à l'école primaire? Parce que habituellement les enfants de cet âge même sont déjà entrés dans le secondaire. Donc je comprends, c'est vraiment une préoccupation et il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce manque de concentration? Il y a plusieurs choses. Le parent va observer pour voir qu'est-ce qui correspond à son enfant. La première des choses, c'est une nature. C'est un être humain. Donc, il y a des gens qui sont hyper actifs, même nous les adultes. Donc, il peut arriver que cet enfant soit de cette nature. Et ça, pour que le parent sache, il faut qu'il fasse une introspection lui-même. Est-ce que la dame, quand elle était petite, est-ce que ses parents se plaignaient qu'elle est très agitée? Ou alors, est-ce que le père de l'enfant, dans l'enfance, c'était le genre d'enfant qui va jouer au football le matin, il revient le soir seulement quand il a faim? Ça peut être cette nature qui ressort sur l'enfant. Une deuxième chose, c'est que l'enfant ne sait simplement pas se concentrer. Vous savez, l'enfant est en formation à côté des parents. Et nous, les parents, on a souvent tendance à dire que il sait le faire. Non, il y a certains enfants à qui il faut montrer comment on se concentre. Ça veut dire que si vous lui donnez un exercice, quand le papillon passe, il veut se lever, vous lui dites non. Assieds-toi, tu n'as pas fini. Si vous lui mettez cette pression douce, il saura comment se concentrer. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Première chose, l'enfant peut être un enfant hyperactif de nature. Deuxième chose, ça peut être simplement qu'il ne sait pas. Il ne sait pas le faire. Troisième chose, ça peut être qu'il gère mal les nombreuses sollicitations. On vit un monde moderne, un monde de vitesse, de performance. On propose tellement de choses aux mêmes enfants. Il y a le cours de piano, il y a les activités extrascolaires, il y a la télé, il y a tellement de choses. L'enfant nous-mêmes inconsciemment, c'est nous qui le déconnectons de ce qu'il doit faire. Donc ça peut simplement être que l'enfant n'arrive pas à choisir. Il y a tellement de choses. Bon, ça peut aussi être un problème de santé, hein. C'est possible aussi que ce soit un problème de santé, que ce soit un trouble. Bon, ça, c'est des cas vraiment rares, mais il peut aussi arriver que certains des enfants aient des troubles qui font qu'ils n'arrivent pas vraiment à se fixer sur certaines choses. Par exemple, est-ce que l'enfant dort normalement? Il y a des enfants qui se couchent. Nous, pour montrer qu'on est grand ou je sais pas quoi, on donne les téléphones aux enfants de plus en plus tôt. Et lorsqu'il va dormir, c'est vous qui dormez. Lui, il est en train de chatter avec ses amis. Du coup, le matin, il n'a pas assez dormi, son cerveau n'est pas assez reposé et puis il n'arrive pas à se concentrer. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que l'enfant n'est pas concentré. C'est aux parents d'apprendre à connaître le genre d'enfant qu'il a. Monsieur Goumla, qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce manque de concentration? La première des choses, il faudrait déjà évaluer l'univers familial déjà. Parce que parfois l'un des éléments qui perturbe l'enfant, quand il a mis redoublé, c'est un peu l'élément qui m'a un peu tiqué, c'est est-ce que le cadre familial, justement, dans la relation de la mère et du père, est-ce que c'est un cadre sain déjà? Est-ce que c'est pas un cadre où les bouteilles voltigent, les plats voltigent, où des mots termites qui sortent à longueur de journée? C'est le premier cadre qu'il faut déjà évaluer. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, ça peut aussi, comme on dit, un trouble des apprentissages, qui est une difficulté inhérente à l'enfant à se concentrer. L'autre élément, c'est de savoir, est-ce que l'enfant a quelque chose qui attire son attention? Parce qu'il faut prendre ces éléments encore. Est-ce qu'il y a l'enfant quelque chose qui, quand même, permette que son regard est fixé quelque part, son attention est fixée sur quelque chose? Si lorsqu'un enfant redouble, il y a un jour, j'ai rencontré une dame, elle m'a dit une parole, moi, ça m'a fait tiquer. Bon, elle le disait en blaguant. Est-ce que vous savez que mon enfant a redoublé 3 fois la cile? À l'intérieur, moi, ça m'a fait tiquer. Mais bon, je ne pouvais que traverser la route. Parce que là, vous demandez, mais un enfant qui redouble 3 fois la cile, potentiellement, ne serait-ce pas le signe de point d'interrogation, point d'interrogation. En fait, on ne peut pas affirmer d'emblée que c'est X, c'est Y, c'est Z. Il aurait été bon d'avoir le parent pour mieux identifier un certain nombre de situations. Est-ce qu'il y a A, B, C? C'est partant de ça qu'on peut mieux se retrouver dans qu'est-ce qui peut expliquer cette difficulté à se concentrer de l'enfant. Mais ce qui est sûr, lorsqu'un enfant a une difficulté à se concentrer, ça veut dire que son esprit est égaré, son esprit est ailleurs, son esprit est en train dans d'autres choses qui pourraient être quoi? Pour le moment, on ne peut pas
donner une réponse exacte pour disant c'est A, c'est B, c'est C. On ne peut pas. Donc, l'enfant a besoin d'attention, a besoin de fixer sur quelque chose. Si l'enfant ne l'est pas, ça suppose que ça peut être des difficultés de sommeil. Et justement, on parle de la lumière, peut-être la lumière bleue, des écrans tactiles là, qui justement donnent l'impression au cerveau qu'on est en pleine journée. C'est pourquoi le cerveau, lui, il a l'impression qu'on est en journée. Donc, le cerveau, lui, régule comme si c'était en journée. Donc, pour le sommeil, on a des difficultés. Et c'est pas à l'école, au moment d'apprendre, c'est là plutôt on est en train de, le cerveau est en train d'aller ailleurs. Donc, on n'est pas concentré, attentif à ce qui se passe. Maintenant, il peut arriver que c'est une situation problématique d'un trouble qu'il faut évaluer. Donc, en fait, pour se prononcer sur ça, il faut qu'on ait plus d'informations. Dans la correspondance, le parent craint un trouble de mémoire chez son enfant. Est-ce qu'on peut également aller vers ce sens? C'est vrai que je ne verrais pas le trouble de mémoire. Pas le trouble de mémoire, en fait. Généralement, il y a un peu d'hyperactivité. Parfois, il y a des enfants qui sont hyperactifs, il y a des enfants qui sont hypoactifs. Il y a des gens qui ont besoin de faire mille et une choses en même temps. Il y a d'autres qui ont besoin de faire une seule chose de temps en temps. Donc, la première des choses, c'est comme tu dis, comme il est souvent dit, d'évaluer d'abord l'enfant. Le parent évalue l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant aime? Qu'est-ce que l'enfant aime d'abord? Qu'est-ce que l'enfant aime faire spontanément qui attire son attention, qui capture son attention? Est-ce que c'est de marcher, regarder les animaux qui traversent la cour? Est-ce que c'est de regarder les voitures qui passent? Est-ce que c'est de prendre la crème, faire des gribouillis sur le tableau? Qu'est-ce qui en fait captive l'attention de l'enfant? Parce que si l'enfant est captivé par quelque chose, ça veut dire qu'il est au moins concentré. Maintenant, qu'est-ce qui perturbe cette concentration pour en arriver aux difficultés dans l'apprentissage? Parce que s'il redouble, ça veut dire qu'il y a des difficultés d'apprentissage. Qu'est-ce qui expliquerait ça? Comment aussi maintenant il consomme les données cognitives? C'est-à-dire que c'est le son, les cours, les mathématiques, la biologie, l'arithmétique, ainsi de suite, la lecture. Comment ça se fait? Qui l'enseigne? Comment c'est enseigné? Quelle a été la transition entre le cadre familial et le cadre scolaire? Parce que c'est souvent des éléments qui affectent l'enfant. Souvent, on a l'impression que l'école devient le bon débarras. Enfin, oui, on va aller là-bas et tu vas nous lâcher un peu. Ça fait qu'on étouffait un peu. Donc, c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir se prononcer sur l'éventualité de la difficulté de la concentration de cet enfant. Coach, vers quel âge l'enfant arrive-t-il à se concentrer en classe? Il n'y a pas d'âge précis parce que ça dépend du niveau de la, entre guillemets, difficulté. Si vous donnez des choses du niveau primaire à l'enfant de maternelle, il va se perdre, il va essayer. Quand il va voir que ça ne va pas, il va décrocher, quoi. Il va abandonner l'effort et puis il va passer à autre chose qui est facile pour lui. Il n'y a pas un âge. Il faut juste contrôler que la quantité d'informations que vous donnez à l'enfant, il arrive à l'assimiler. Et là, je voudrais profiter pour dire qu'il faut que nous, les parents, nous arrêtions de faire les choses selon les normes. Apprenons à nous adapter à l'enfant dont il est question. Ça veut dire que si le programme du cours élémentaire 2, votre enfant est au cours élémentaire 2, et le programme du cours élémentaire 2, il ne comprend pas, il faut trouver un moyen de, je vais dire, de diluer ça pour qu'il puisse comprendre. On leur dit, il a l'âge du cours élémentaire 2, c'est le programme du cours élémentaire 2, alors il devrait comprendre. Ça, c'est la norme. Mais maintenant, adaptez-vous, rendez ça digeste pour l'enfant dont on parle. Si on réussit à faire ça, généralement, l'enfant se concentre. Monsieur Hilaire Gumblab, comment apprendre à cet enfant à se concentrer? C'est difficile parce que c'est l'enfant. Ah oui. Donc il faut lui reconnaître sa qualité d'enfant. Donc lui veut jouer. Donc vous devez lui reconnaître sa... Il veut jouer, lui. Lui veut jouer. Vous avez beau donner un devoir écrit à... Il n'y a pas... Voilà. Directement... Donc, ça va vous demander à un parent de jouer maintenant votre rôle de parent, qui est justement d'encadrer. Et ça va demander une patience, une grosse patience pour encadrer parce que vous avez vos activités à vous. Comment faire vos activités à vous? Où il faut que demain le patron exige un rendu, il faut que ce soit là. En même temps, il y a l'enfant qui vous prend là. Et c'est là où justement, lorsqu'on a compris c'est quoi ma fonction de parent, alors on s'est fait la part des choses. Et parce qu'on a appelé à se sacrifier. Ça veut dire, si en temps normal, j'aurais pu finir mon travail en 2 heures de temps, dans un cadre calme, avec l'enfant, ça peut me prendre 5 heures de temps. Ça suppose que je dois apprendre à réajuster mon emploi du temps pour réussir à rendre compte et de mes activités et de ma fonction de parent.
Et c'est là où c'est compliqué. C'est pas aisé, c'est pas une affaire d'on claque des doigts et tout se passe, non. Mais si vous avez choisi d'être parent, ben alors c'est une obligation pour vous de construire cette adaptabilité-là. Vous devez être réussi à cette plasticité-là pour réussir à être présent pour l'enfant. Vous devez dire, ok, il le fait, vous voyez comment votre femme le fait, vous êtes à côté, vous jetez sur un coup d'œil, viens ici, regarde. Maman dit de faire ça, non, vas-y. Mets la main, voilà. C'est bon, non, ok. Être à côté. Parfois, vous n'intervenez pas directement en tant que père, mais vous êtes à côté, vous accompagnez l'acte qui est posé pour montrer à l'enfant que à côté de maman, où on aime souvent trop jouer au malin et demi, il y a le père qui intervient pour soutenir maman dans son rôle à elle et pour montrer que ta mère a dit, tu fais ce que ta mère a dit. Sinon, moi, je vais intervenir. Donc, en fait, c'est tout ce jeu-là difficile. C'est pas aisé, c'est pas une affaire de oh, vous allez vous asseoir et siroter votre bière, les choses vont se passer. Non. L'enfant, le propre de l'enfant, c'est de jouer. Donc, ne lui demandez pas d'être concentré, c'est son rôle de jouer. Maintenant, c'est à vous, de manière régulière, de lui expliquer que la vie a ses exigences. Et ces exigences-là, il doit l'intégrer dans son fonctionnement. On n'est pas venu pour rien que le principe il y a le principe de réalité et l'autre principe. Donc, la réalité est là. Et il faut faire avec la réalité. Il ne faut pas rêver, non. Certes, il faut rêver de temps en autre, c'est permis. Mais la réalité, elle est là et c'est avec elle qu'on compose pour avancer. Coach Samet, est-ce que ce problème de manque de concentration, s'il n'est pas résolu à temps, pourra avoir des répercussions sur lui à l'avenir, sur cet enfant? Bien sûr, bien sûr. On voit ça chez les adultes tout le temps, des gens qui commencent des choses qui ne finissent jamais. Ceux qui ont des grands enfants comme nous, ça peut arriver que l'enfant commence quelque chose. Peut-être l'enfant commence à balayer et puis il est distrait, il laisse le balai. Le balayage s'est arrêté à moitié, il est déjà parti. Vous êtes derrière lui toujours à passer pour venir arranger les choses qu'il a laissées à moitié. On voit ça même dans le cadre professionnel. Les gens qui, par exemple, ne rangent pas le matériel en rentrant, c'est pas la mauvaise foi. Ils n'y pensent pas. Parce que justement, ils se sont enfoncés dans la mauvaise habitude et puis ça s'est installé. Donc, il y a un petit exercice que je donne souvent aux parents qui viennent en coaching chez moi pour gérer les petits-enfants. Peut-être ça peut aider cette dame. C'est de baliser les conversations. Baliser la conversation veut dire que demander à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé. Et puis quand l'enfant vous raconte, vous vous recadrez, vous dites, et puis telle personne a fait comment? Et puis l'autre a fait. Donc vous ne le laissez pas aller dans tous les sens. Vous balisez la conversation. Ça l'oblige à rester dans un cadre. Et petit à petit, il apprend à rester à l'essentiel. C'est pareil lorsqu'on donne un devoir. Je dis souvent aux parents de chercher un devoir très simple, de donner ça à l'enfant et de rester à côté, lui rien lui dire. Comme monsieur a dit tout à l'heure, il va commencer à faire ça et puis il fait autre chose. Vous dites que non, reviens, tu n'as pas fini. Il sursaute même parce qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il n'avait pas fini le devoir. Quand il se lève pour faire autre chose, il dit, attends, c'est pas fini, viens t'asseoir ici. Jusqu'à ce qu'il finisse. Vraiment, faites jusqu'à ce qu'il finisse. Si vous faites ça 2 fois, 3 fois, à chaque fois quand il va vous lancer un coup d'œil directement, lui-même va revenir et petit à petit, il va s'habituer. Et à chaque fois que l'enfant fait le moindre progrès, vraiment valorisé, encensé, faites comme si il a fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'il se sente utile. Et comme tous les enfants veulent être aimés de leurs parents, quand il fait ça, il voit comment maman applaudit humainement, il va faire quoi la prochaine fois? Pareil. Donc, c'est de petits exercices qui peuvent peut-être aider la dame et d'autres téléspectateurs. Vous vouliez ajouter quelque chose, M. Goubla, pour sortir? Oui, parce que elle fait bien de noter cette gratification-là. Parce que malheureusement, chez nous, on est tellement éduqués à détruire, à dévaloriser, qu'à encourager. Parfois, c'est oh bravo, oh tu es le plus grand, oh tu es le plus fort, ah non, toi tu es la plus belle, oh il n'y a que toi, oh comment tu as réussi ça, tape ici là, oh en fait, montrer que je suis avec toi, waouh, vas-y. Et petit à petit, vous valorisez son estime, et la confiance qu'il a en lui. Et ça permet que demain, ce sera un homme ou une femme qui, quand il marche ou quand il marche, il est debout, il a confiance en lui. Voilà qui est dit, valorisez vos enfants, encouragez-les, encensez-les. Vous aussi à la maison, vous pouvez nous écrire pour nous faire part des difficultés que vous rencontrez avec vos enfants et nos experts ici sur le plateau se feront le plaisir de décrypter ce qui pourra à coup sûr vous aider à mieux gérer. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Monsieur Hilaire Goubla, merci d'être passé encore sur notre plateau ce soir. Merci à vous et merci aux parents. Coach Samet, merci pour votre contribution. Merci, ce fut un plaisir.
Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis au nom de toute la grande équipe mobilisée. On avait McDonald Tombo à la réalisation, Dalé Bias, il était à la caméra, Cyril Nanchon, il a assuré la post-production de tous les éléments diffusés dans cette édition, Nicolas Olomocha, il était à la console audio. Merci de nous avoir suivis, ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent. Retrouvez la rediffusion de cette émission dimanche à 16h. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, c'est prêt à Dieu.